Salut à tous, et la semaine dernière on a commencé avec un top 5 des meilleurs moments de la saison. On a couvert d'éloges et de fleurs énormément de coureurs, mais cette semaine on sort la boîte à claques. Est-ce que tu as compris mon Polo? Ouais, bah oui, je t'ai compris, je l'ai même très bien vu. C'est toujours facile de faire les meilleurs moments, c'est toujours le moment sympa, mais on a aussi remarqué que les gens aimaient bien quand on tapait un peu sur les gens, quand on critiquait, quand on faisait des choses. Et pourquoi, Paul? Parce qu'on voilà. est en France et les gens aiment ça, se C'est plaindre. vrai. Et du coup, bah là, Et on est français. Tant mieux pour ces gens-là, parce qu'aujourd'hui, on va faire que ça. Et voilà, et on va commencer par quoi, Polo? On va commencer par l'affaire dont on a parlé toute la saison. On va commencer évidemment par l'affaire Froome, qui a fait débat, polémique, tout ce qu'on veut, mais qui nous a quand même bien fatigué toute la saison, à raison. A raison, évidemment, puisqu'on a commencé la saison avec ça, puisque l'affaire Froome est tombée quand même tôt dans la saison, avant le premier grand tour. Elle a mis du temps on va dire, à se résoudre. Elle n'est toujours pas résolue. Il y a eu des histoires même pendant le Giro, alors que là, on a un super récap. Merci Ben. Euh, pff, Est-ce que je prends le tableau? Non, bah non, vous connaissez l'histoire, on s'en fiche. On peut le rappeler rapidement parce que c'est rigolo. Non, mais c'est rigolo. Non, c'est pas drôle du tout en fait. Mais bon, voilà, 7 septembre 2017, on a ce contrôle sur la 18e étape de la Vuelta, une étape de mi-montagne qui avait été gagnée par Sander Armé. Et Froome est contrôlé avec un taux de 2000 nanogrammes trouvé dans son sang de salbutamol. Et en fait, le taux autorisé par l'UCI est de 1000 nanogrammes. Bon, là, on apprend par The Guardian notamment et par Le Monde qui nous révèle cette information. Là-dessus, l'affaire traîne septembre 2017 jusqu'à juin 2018. On a enfin un premier mouvement. L'ASO qui a interdit la participation de Froome au Tour de France, qui fait appel devant le CNOSF. Entre-temps, il a participé au Giro. Et comme par hasard, le 2 juillet 2018, l'UCI blanchit officiellement Froome. Je ne sais pas si un juge ou un médecin est apparu dans la nuit à David Lapartien. Mais bon, voilà, le fait est que le 3 juillet 2018, Sky annonce la sélection pour le Tour de France et Froome en fait partie. Un timing catastrophique pour l'image du cyclisme. Non, mais clairement, on reviendra notamment sur le Giro tout à l'heure et ce grand départ et des choix un peu étranges qui ont été faits pour cette saison. Laisser courir Christopher Froome quand tu es le directeur du Giro, avec tous les aspects financiers qui rentrent en compte, évidemment, on peut le comprendre, mais d'un point de vue sportif, ce n'était pas du tout le moment opportun pour donner cette autorisation. Du coup, ça a donné un Giro un peu cata, surtout quand on sait qu'il le remporte, ce Tour d'Italie. Donc c'est un peu gênant. Voilà, ça, le mot, c'est ça. C'est gênant. Cette histoire est gênante. Et on peut remercier aussi... j'ai un trou de mémoire, le président d'ASO. Tu vas m'aider. Le président Christian Prudhomme, enfin le directeur du Tour de France, cyclisme d'ASO, Christian Prudhomme a porté ses couilles, on peut le dire comme ça. Tu as le droit, Paul, tu as le droit. En interdisant Chris Froome de participer. Après, voilà, l'UCI est passé par-dessus lui, c'était prévisible, mais encore une fois, cette affaire Chris Froome, toute l'année, a été quand même assez gênante. Voilà, et en plus, on a eu des clashs les uns les autres. On voit cette image après l'arrivée au col du Portet sur le Tour de France de Chris Froome qui est attrapé par un policier. Il est mis à terre. C'est des images catastrophiques. On est plus dans l'insolite, le policier qu'il n'avait pas reconnu. Non, là où on peut dire, c'est sur les pentes de l'Alpe d'Huez, où là, pour le coup, il a vraiment été pris à partie par les spectateurs, ce qui a même poussé les dirigeants du Tour de France à se demander s'il fallait continuer d'autoriser les spectateurs dans cette montée mythique, quoi. On en est là aujourd'hui. Donc, on ne peut pas nous taxer, en tout cas, Paul, d'être anti-Froome, parce que la semaine dernière, dans nos tops, Chris Froome, avec son retournement sur le Tour d'Italie, on l'a mis, c'était une étape absolument exceptionnelle, mais voilà, il y a l'affaire Froome. Il y a l'affaire Froome qui n'est pas que, au final, on l'appelle l'affaire Froome, Paul. Sportive. On l'appelle l'affaire Froome. Est-ce qu'au final, c'est l'affaire Froome, mais c'est peut-être un peu dur pour lui. C'est lui qui avait un taux 2 fois plus élevé qu'autorisé de salbutamol. Oui, mais c'est aussi un peu l'affaire UCI et l'affaire AMA. Oui, non, mais évidemment, mais le protagoniste, c'est Christopher Froome et c'est la Sky. Tu parlais du Giro et du fait qu'on l'avait encensé la semaine dernière, ce qui est vrai. Mais là, on est sur un contexte vraiment extra-sportif. Sur le sportif, il n'y a rien à dire. À partir du moment où Froome est autorisé à courir, il court et il court plutôt bien, même s'il a raté son 4e Tour de France. Son 4e. Voilà, j'ai toujours un truc. Non, son 5e Tour de France. Il a gagné le Giro. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a rien à dire, Joseph.
Parce qu'en fait, quand je dis, moi, l'AMA, l'UCI, il y a surtout la crédibilité de l'Agence mondiale antidopage qui a été remis en cause sur cette affaire-là. Parce qu'au final, Diego Ulissi et Alessandro Petacchi avaient eux-mêmes été suspendus et sanctionnés par Et l'UCI. par leur équipe et par l'UCI. Voilà, alors que Alessandro Petacchi, on le rappelle, c'était 1320 nanogrammes par litre et Diego Ulissi, c'était 1900 nanogrammes par litre. Et quand les deux sont sanctionnés et par Froome qui a 2000, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est très mal passé. Et donc, c'est la crédibilité même de l'Agence mondiale antidopage qui est mise en cause. Ah oui, la crédibilité de l'AMA et la crédibilité de l'UCI qui autorise, le lendemain de l'interdiction d'ASO, qui autorise la participation de Christopher Froome au Tour de France. Il y a des vrais enjeux publicitaires, financiers, etc., qui obligent et l'AMA et l'UCI à prendre des pincettes avec la Sky, et c'est plutôt ça qui est emmerdant en fait dans cette histoire. Pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, il y a eu énormément de choses qui ont été dites, notamment Bernard Hinault, qui disait ils ont beaucoup d'argent pour le défendre. Quand ils disent ils, c'est les avocats de la Sky. Mais est-ce que c'est la bonne image pour le cyclisme? On a le droit d'être d'accord ou pas d'accord avec Bernard Hinault, mais la réalité, c'est effectivement c'est l'image du cyclisme qui fait énormément pour le contrôle antidopage. Peut-être un des sports qui fait le plus, qui chasse le plus le dopage de son sport, mais qui au final se retrouve avec des affaires comme ça, être encore mis la tête sous l'eau de sa crédibilité en fait. Non mais clairement, de toute façon, on arrive à un point où la Sky, financièrement, en termes de puissance, en termes d'image, de publicité, d'argent, de budget, est tellement un ton au-dessus des autres qu'elle ne boxe pas dans la même catégorie. Et forcément, une histoire de dopage à la Sky a beaucoup plus de chances d'être atténué, d'être un peu comment on peut atténué, un peu mis sous le tapis sous le tapis que dans une autre équipe, et parce que c'est un fonctionnement hyper opaque et avec dans un milieu où il y a énormément d'argent, plus que dans d'autres équipes, donc c'est compliqué. Je dis pas que l'UCI et l'AMA ont eu raison, mais je pense qu'il y a des comment ça s'appelle, il y a des choses qu'on ne sait pas. Voilà, c'est ça. Le Monde a fait un papier, Paul, qu'on ne peut pas expliquer. Le Monde a fait un papier justement sur pourquoi Christopher Froome a finalement été blanchi par l'UCI. Et en fait, il y a 3 raisons principales. La première, c'est qu'il y avait une absence de scénario de dopage. La deuxième, c'est qu'il y a eu la découverte que la concentration de salbutamol dans l'urine correspondait rarement à la prise de salbutamol après l'étape. Et la troisième, c'était qu'il y a un témoignage d'un chercheur, notamment qui était australien, Kenneth Fitch, qui est un des scientifiques ayant déterminé le plafond du taux de salbutamol, qui lui-même a reconnu que ce dernier n'était pas valable et que lui-même avait commis des erreurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fallait une affaire énorme comme ça pour qu'on se rende compte des faiblesses du règlement antidopage en fait. Oui, de le règlement en tout cas pour le salbutamol et pour tout ce qui est l'asthme, etc. Après, qui empêche ce chercheur d'avoir reçu des pots de vin de la part de la Sky pour avoir ce discours-là? Enfin, tu vois, on ne saura jamais les tenants et les aboutissants de cette histoire. Bon, en tout cas, on s'est retrouvé au milieu de ça, à ne pas savoir ce qui se passait, et c'était notre premier. Une chose est sûre, en tout cas, c'est que Chris Froome ne sera pas, je pense, pénalisé pour ça, ni par son équipe, ni par l'UCI. Et pour terminer sur ce cas-là, il y a Jean-Pierre Mondenard, qui depuis des années et des années est le spécialiste des questions du dopage le plus important, qui disait si le coureur est déshydraté, il va forcément avoir une urine hyper concentrée et un taux de salbutamol plus important dans ses urines. Aujourd'hui, ce sont les mêmes seuils pour des cyclistes qui grimpent 3 ou 4 cols par jour que pour une personne faisant du curling dans une salle de 2 heures. Et bon, et il finit en disant les seuils aujourd'hui ne veulent plus dire grand-chose dans le vélo, faute d'études adaptées. Et donc, quand quelqu'un de si important nous dit ça, on s'est bien rendu compte que quelque chose n'allait pas et qu'on n'était pas assez informé, même à l'UCI. Difficile de savoir qui a raison, qui a tort, mais en tout cas, le fait est que Christopher Froome avait un taux 2 fois plus élevé qu'autorisé. Donc ça, c'est un fait. C'est la seule chose qu'on savait, nous. Et après, voilà. comment l'interpréter, on n'est pas médecin, on laisse les gens compétents le faire. On va passer au deuxième thème de nos pires moments, avec un départ du Giro en Israël, Paul. Ça, on le savait, du coup, on a été un peu étonnés. C'était la première fois qu'un grand tour partait hors d'Europe. Bon, on n'a pas été déçus et on s'est plutôt ennuyé. On s'est très ennuyé, et puis au-delà de ce triptyque, ce prologue du début, puis ces 2 étapes sans intérêt, mais sans aucun intérêt, il faut dire les choses, il
il y a pas mal de choses en sous-main qui me gênent dans cette histoire. Quand on demande notamment au directeur du Giro pourquoi il est allé aussi loin pour le départ de son Tour d'Italie, il nous répond que c'est un hommage à Gino Bartali qui a aidé beaucoup, de juifs pendant la guerre, notamment échappé au nazisme. Et Ouais, c'était un peu flou. Enfin, on peut lui rendre hommage autrement, quoi. voilà, ça on l'entend. Il a eu d'ailleurs la nationalité Israël post-mortem. Post-mortem, ouais. Mais en sous-main, tu as quand même le chèque de 10 millions d'euros qui a été versé. Qui aurait été versé, Paul. On ne sait pas. On ne sait pas. Qui aurait été versé à l'organisation du Giro, alors que c'est le double de ce qu'un village départ pour un départ de Grand Giro verse habituellement. Puis surtout l'intérêt des étapes, quoi. Enfin là, je parle beaucoup parce que franchement c'est un truc qui m'exaspère. Mais l'intérêt des étapes, c'était nul. Le chrono était un peu casse-gueule à Jérusalem. D'ailleurs, Chris Froome a chuté. Les 2 étapes dans le désert étaient on a une image, Paul. Intéressantes. On a une image d'un triple virage dans le désert d'Eliat sur la 3e étape. Voilà, on l'a magnifiquement ici. Mais mon Dieu, quand tu te retrouves là, mais tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Non, mais c'est clair, tu as l'impression d'être au Tour d'Abu Dhabi ou au Tour du Qatar du début de saison. Tu vois, les tours de sprinters que c'est début de saison, tout le monde ne regarde pas, les sprinters en profitent pour amasser des victoires. Là, tu as l'impression d'être dans ce truc-là. Et puis en plus de ça, il faisait très chaud, alors que quand on est retourné en Italie, il faisait beaucoup plus froid. On sait notamment que des coureurs détestent ça. Thibaut Pinot, le premier. Et Petit réveil à 5h30 du matin pour retourner en Italie, ça, les coureurs, ils ont kiffé. Après, tu as une journée de repos en plus. D'ailleurs, il y a la déclat de Thibaut Pinot qui disait « J'aurais préféré découvrir ce pays hors du Giro, mais c'est la course, je l'accepte. » Du coup, il y avait un voyage en avion et un jour de repos à part 3 étapes. Et en plus, on adore. Il dit « Je ne suis pas fan des jours de repos. » Tiens, on ne le savait pas. Ça casse le rythme. Si cela ne tenait qu'à moi, il n'y aurait pas de jour de repos dans un grand tour. Ça lui a permis de placer une petite proposition pour les prochains grands tours. Puis un départ en Israël, ça pose aussi des questions de sécurité. On sait tout ce qui se passe là-bas, notamment à Jérusalem. C'est des trucs qu'on ne peut pas. C'est Martial Gaillon qui disait ça, oui, Paul. Notamment, ouais. Et c'est des choses qu'on ne peut pas oublier, quoi. C'est des choses importantes à prendre en compte aussi quand on organise un aussi gros événement que ce qu'est le Giro. Ouais, parce que c'est une zone instable. Israël n'avait pas organisé un pareil événement de toute son histoire. Donc, c'était un énorme risque, je trouve, pour au final pas grand-chose, pour un apport pas énorme sportivement. Et donc, en plus de ces 4 heures de vol, de la difficulté logistique, et donc notamment, on en parlait là à la seconde, parfait, merci Benjamin. Martial Gaillan qui disait « Je n'ai pas souhaité y aller pour des raisons. Quand je pars en vacances, je ne me vois pas partir en Égypte, ni en Tunisie, ni au Maroc. De là à mettre ma vie en danger pour le vélo, donc il n'est pas là en Israël. » Bon, on te rassure, mon cher ami, aller au Maroc, en Tunisie, c'est plutôt. Faut pas y aller trop fort et avoir trop peur. Tu as le droit d'avoir peur de l'avion, mais il y a des pays quand même. Un peu spécial cette déclaration quand même. Mais on peut le comprendre. On peut le comprendre. On peut le comprendre vis-à-vis d'Israël et notamment de cette ville de Jérusalem qui est quand même un pays instable. Les moins mais voilà, Paul, là, tu vois, on en parle, c'est un peu touchy comme sujet. On a peur de se mettre à dos certains, de dire des choses qu'on ne peut pas forcément dire, de ne pas faire se comprendre. Mais la réalité, c'est que c'est une zone instable et qu'en plus, la politique se mêle au sport et on n'aime pas ça. C'est pour tout ça. Israël ne s'imposait pas de par le côté sportif ni de le côté politico et diplomatique comme tu veux, ça ne s'imposait pas d'organiser un grand départ en Israël, sauf évidemment si on prend en compte les 10 millions d'euros qui ont été versés à l'organisation du Giro. Une des grandes gueules du cyclisme, Tom Dumoulin, qui dit « Le désert ennuyeux, première journée à Jérusalem, une bonne chose parce que j'ai gagné contre la montre. Les 2 journées d'après, elles n'ont pas été agréables, c'était trop dangereux, on n'était pas en sécurité nulle part dans le peloton à cause d'un vent beaucoup trop puissant notamment. » Voilà, il a tout résumé, notre ami Tommy. Et voilà, je reviens sur ce que j'ai dit il y a 2 minutes. Je ne vois pas, à part cette raison financière et de raisons pour lesquelles on organise un départ hors d'Europe et encore qui plus est. Il peut y avoir 4 millions payés par RCS. Ça, par contre, on le sait, c'est 4 millions payés par RCS, par Israël à RCS pour organiser
cette course-là. Et Maurizio Vecni, le directeur de la course du Giro, qui aime, disons-le, beaucoup l'argent et qui passe énormément d'accords financiers pour développer le Giro. On n'aime pas, c'est pas qu'on n'aime pas l'argent, c'est juste qu'il y a certaines choses qui sont interdites, et notamment payer les coureurs, comme il aurait payé Froome pour participer au Giro, c'est interdit. Et on a le droit de se poser des questions sur cet homme-là. Clairement, déjà, il y a le payer pour participer. Et après, il y a eu cette histoire. On parle de 2 millions d'euros. Ouais, exactement. Et après, il y a eu cette histoire aussi de l'autoriser à participer. On en parlait tout à l'heure, on ne va pas revenir là-dessus. Enfin bref, oui, ce monsieur devrait prendre l'exemple sur Christian Prudhomme, qui fait de très belles choses sur le Tour de France, qui tente des choses et qui n'est pas obligé de donner ses fesses à des grandes mannes financières pour essayer de développer, entre guillemets, son Tour d'Italie, qui n'a pas besoin de ça, je pense. Voilà. Après ce Tour d'Italie, on va passer, Paul, à un petit clash franco-français qui nous a tenu en haleine toute la saison. C'est un petit Bouhanni-Vasseur. Bon, c'était pas sur un ring de boxe. Heureusement pour Vasseur. Voilà, heureusement pour Vasseur. C'était donc ce clash entre Bouhanni et Vasseur qui nous a tenu en haleine. Qu'est-ce que tu en as pensé, Polo? Qu'est-ce que tu en as pensé, mon Polo? J'ai même pas envie de répondre à ta place. Je pense que tu sais un peu ce que je vais dire. Moi, je suis du côté de Nasser Bouhanni dans cette histoire. Je pense que je serai toujours du côté de Nasser Bouhanni, qui est un coureur que j'adore. Je m'explique. Voilà, Cédric Vasseur est arrivé cette année et il a voulu un peu tout révolutionner chez Cofidis. Notamment, la première chose, l'axe principal de ce changement, c'était ne plus donner la part belle à Nasser Bouhanni sur toutes les courses auxquelles il participe. Alors, ça peut se défendre, notamment quand on voit Mais je vais le défendre, ne t'inquiète pas. La saison de Christophe Laporte, notamment son début de saison. Mais le problème, c'est que tu enlèves la confiance, déjà le peu de confiance qu'il avait avant ce début de saison 2018. Tu lui enlèves cette confiance-là à un coureur. On sait que ce coureur ne marche qu'à ça, ne marche qu'au tempérament, ne marche qu'au caractère. Et tu le mets dans une position qui est vraiment hyper délicate. Vis-à-vis de son équipe, vis-à-vis des téléspectateurs, puisque tu le fais passer pour une merde, parce que c'est le cas, quand tu lis ses déclarations avant le Tour de France, même après, là j'en ai une sous les yeux, avant le Tour d'Espagne, avant que Nasser Bouhanni gagne cette étape, notamment devant un Viviani. Est-ce qu'on peut citer un sprinter français qui a battu un Viviani cette année? Est-ce qu'on peut citer un sprinter français qui a gagné une étape telle que l'étape du Tour d'Espagne qui a gagné Nasser? Oui, je peux dire Arnaud Démare sur le Tour de France. Il a battu Arnaud Démare sur le Tour de France. Oui, d'accord, mais tu vas me dire que Van Poppel, c'est le grand sprinter de l'histoire et Viviani. Oui, d'accord, Viviani, il a le droit d'être battu une fois, s'il te plaît. Par Bouhanni. Oui, bon, d'accord. Voilà. Après, on peut rentrer franco-françaisement. Ça se dit pas, ça? Non, ça ne se dit pas, Paul. Cofidis, est-ce qu'un coureur de Cofidis a gagné une étape? Ça, bon, ça, je cherche un peu. Oui, oui. Il y en a eu. Paul, 26 victoires en 2018 pour la Cofidis. Est-ce qu'on a une plus belle que la victoire de Nasser Bouhanni sur le Tour d'Espagne? Laisse-moi finir, s'il te plaît. 26 victoires en 2010 pour la Cofidis, 17 victoires en 2017. Avec Cédric Vasseur, il y a quand même une politique qui a permis à la Cofidis de gagner plus. Sans Nasser Bouhanni, c'est clair. En début de saison, il a pris une commotion. Il y en a 6 de Nasser Bouhanni quand même. Hein, donc, d'accord, mais il y en a plus pour Christophe Vasseur. Quelle victoire? Quelle victoire? À part le Trobroléon de Christophe Laporte, moi je ne vois pas de victoire de Renault. C'est simple, chaque fois qu'il s'est aligné sur une course, il a gagné. Il a gagné à Bessèges, il a gagné sur le Tour de Provence, il a gagné Trobroléon, il a gagné Belgique, il a gagné Luxembourg. Toutes ces courses avant le Tour de France, effectivement, il ne gagne pas sur le Tour de France, mais il n'y avait aucune raison. Je vois que des courses où il était l'épouvantail de sprint dans lesquelles il n'y avait pas de. Oui, mais il a gagné sa confiance. Et en attendant, Bouhanni, il a fait une saison catastrophique parce que c'est sa pire saison en 2018 depuis 2011. Ouais, mais moi, ce que je vois sur la route d'Occitanie notamment, c'est que Nasser Bouhanni a été confronté à Christophe Laporte. C'est la seule fois de l'année et c'est la fois où il l'a battu. Donc, il y a eu un changement effectivement à ce moment-là, en prévision du Tour de France, mais il n'y avait aucune raison pour moi de sélectionner un coureur comme Nasser Bouhanni qui n'avait rien prouvé en début de saison, qui sortait certes d'une commotion cérébrale sur Tour du Yorkshire. Donc moi, je ne lui en veux pas d'avoir fait un mauvais début de saison, ça se comprend. Mais quand Cédric Vasseur ne le prend pas et qu'il dit « j'ai pris la décision de ne pas le retenir sur le Tour, c'est un coup de poker et j'en suis sûr quoi qu'il arrive, ça lui rendra service », pour moi, ça lui a rendu service parce qu'il a fini la saison en trombe et il va commencer la 2019 beaucoup plus fortement. Ouais, mais tu vois, c'est là que je ne comprends pas Cédric Vasseur qui nous dit que c'est pas par rapport à Nasser Bouhanni, etc. Il nous dit qu'il ne sélectionne pas pour le Tour de France pour lui rendre service, mais c'est pas à lui que tu dois rendre service, c'est à ton équipe que tu dois rendre service. Et sur le Tour de France, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas montré ton maillot une seule fois. Enfin, si, évidemment, ils ont fait beaucoup de. Enfin, la Cofidis, comme on la connaît sur le Tour de France, pas une victoire, évidemment. Ça, la Cofidis ne gagne pas sur le Tour de France.
des places d'honneur. Hein. Christophe Laporte fait 2 dans un sprint où il ne restait plus personne. D'ailleurs, la preuve, c'est Arnaud Démare qui gagne. Voilà, moi, je m'interroge sur la stratégie. Évidemment, il y a plus de victoires. On peut s'interroger sur le prestige de ces victoires. J'ai aimé le Trombre-Léon, la victoire de Christophe Laporte. Certes, c'est pas de l'anti-Christophe Laporte. Non, mais il a 25 ans, Christophe Laporte. Tu dois lui donner de la Et confiance. surtout, Aussi, c'est un sprinter en devenir. Il en a 24. Il en a 28. 28 Ah oui, pardon, excuse-moi. Mais pour le coup, non, mais bien sûr, mais je gagné la plus belle victoire de la Cofidis cette saison parce que il a été piqué au vif aussi, et c'est peut-être pour ça que comment il s'appelle, que Cédric Vasseur a raison. Mais pour le reste, ne pas le prendre sur le Tour de France, c'est une erreur, et la Cofidis l'a payé pendant les 3 semaines de juillet. Et Nasser Bouhanni qui disait « Je suis content de l'emporter dans des conditions difficiles et c'est très compliqué, il se passe des choses en interne, je garde ça pour moi ». Tout ça pour revenir à notre sujet de base, Paul, qui est ce clash sur la scène publique. C'était quand même assez catastrophique pour l'image de la Cofidis, avec le sprinter le mieux payé du peloton, un des directeurs sportifs qui était un ancien consultant, et donc des personnalités qui sont très écoutées. Est-ce qu'on avait besoin de mettre tout ça sur le domaine public, sincèrement ? C'est Cédric Vasseur qui met tout ça sur le domaine public. C'est lui. Bouhanni, il aime bien ça aussi, répondre. Non, c'est lui qui fait les interviews à l'équipe Fleuve où il défonce Bouhanni, soutenu par Roberto Damiani, etc. Encore une fois, là, je suis sur une interview de Benoît Vitek sur Eurosport avant le Tour d'Espagne où il le défonce encore une fois. Je veux dire, Nasser Bouhanni, au bout d'un moment, il est obligé de répondre. Il ne va pas se faire marcher dessus. On sait que c'est pas dans son tempérament. Il a toujours été. Se faire marcher dessus. Tiens, Paul, regarde. Par son directeur sportif. Que tu vas sans doute aimer de Vasseur qui disait Nasser n'a pas été à la hauteur d'un leader. L'équipe avance, lui piétine, il doit être capable de finir les courses. C'est le minimum que je lui demande. Aujourd'hui, on ne peut pas lui faire confiance. C'était après le Grand Prix de Francfort. Il a plu énormément. Il a arrêté, il en avait marre et il a laissé tous ses équipiers finir sous la pluie tout seul. Après, Nasser Bouhanni a gagné cette année. Il a gagné des très belles. Il a gagné après, c'est vrai. Il a gagné au 4 jours de Dunkerque. En tout cas, cette embrouille Vasseur-Bouhanni a été assez hallucinante tout au long de la saison. C'est une guerre d'ego que Cédric Vasseur va peut-être gagner sur le court terme, mais s'il perd Nasser Bouhanni, ce sera une terrible. Je pense pas. Il a prolongé. Il a jusqu'en 2020. Donc, oui, enfin, a prolongé. On sait comment ça peut se terminer. C'est vrai. Ça n'engage. Ça, à la limite, qui peut aller partout. Nous. Et je pense que ça s'en fout. On a envie de dire. Ça ferait du bien d'aller voir ailleurs à Nasser Bouhanni. Après cette embrouille Vasseur-Bouhanni, Paul, on va passer à une chute qui nous a énormément marqué. C'était la chute de Vincenzo Nibali sur le Tour de France à l'Alpe d'Huez. On est le 20 juillet et voilà, je suis encore sur Nasser Bouhanni et Vincenzo Nibali. Il n'était pas là, la chute. Pourquoi, Paul, a-t-on mis cette chute-là qu'on voit en image dans nos pires moments ? Parce que pour deux raisons. Moi, je pense que la première raison, elle est sportive et qu'on avait un Vincenzo Nibali en pleine forme sur ce Tour de France. Il me semble qu'il était 3e ou 4e du général avant l'Alpe d'Huez. Il était en forme. Encore une fois, sur l'Alpe, il était avec les meilleurs. Et ça, c'est la première raison, parce que du coup, on est frustré. On aurait bien aimé voir ce que ça aurait pu donner par la suite. Et la deuxième, c'est qu'on en revient à ce problème de sécurité et des supporters sur l'Alpe d'Huez, avec une montée qui a été vraiment incontrôlable tout durant. On l'a vu avec Chris Froome, on l'a vu avec Nibali, et ça pose beaucoup de questions. Et je trouve que c'est emmerdant parce que ça ne va pas dans le sens du cyclisme, mais dans le sens du spectacle qu'on aimerait voir sur le Tour de France. On voit écrire en bas les chutes de Gilbert et Nibali. Ne vous inquiétez pas, on va venir après au petit parapet. Mais avant, on reste sur Nibali. On explique cette chute-là pour rappeler ceux qui ne se rappellent pas forcément. Cette chute-là qui a été causée par une lanière d'appareil photo. Ça nous rappelle la chute de Lance Armstrong à Luzardinen. Paul, on a envie de rappeler quand même aux spectateurs ces lanières d'appareil photo. Enlevez-les, quoi. Mettez-les au cou, elles sont faites pour être au cou, les lanières. Enfin, je sais pas, tu la mets au cou et tu fais chier personne, quoi. Tu l'as dit à Luzardinen, ça arrivait à Armstrong, là ça arrive à Nibali, c'est insupportable. Après, là on l'a très bien vu sur cette photo, et il y a des fumigènes, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de monde, il y a du brouhaha, ça pousse, etc. Les fumigènes, Polo. Non, mais le problème c'est pas les fumigènes, je te parle... mais c'est en plein dans un nuage de fumigènes. On parle de visibilité là. Oui, c'est vrai. Et pour Nibali et pour le spectateur, je suis d'accord avec toi. C'est gênant. C'est frustrant. Moi, je pense que ce qu'on retiendra de cette chute, c'est la frustration de voir un Nibali qui était en forme rater son Tour de France et du coup rater même la fin de sa saison jusqu'au Tour de Lombardie. Et pour rester dans les chutes qui nous ont fait peur, parce qu'on le rappelle, il a fini avec des fractures au vertèbre, Vincenzo Nibali.
On peut parler aussi effectivement de cette chute de Philippe Gilbert, toujours sur le Tour de France, avec cette victoire. C'était la victoire de Julien Alaphilippe qui avait gagné, qui avait aussi profité de la chute d'Adam Yates. Et cette chute de Philippe Gilbert au-dessus du parapet, je pense qu'il n'y a pas une seule fois cette saison où on a eu aussi peur pour un coureur. Ouais, parce que la En chute, direct, en tout cas. elle était impressionnante. Et puis surtout, c'est dans l'étape, ils sont passés sur le col du Portet d'Aspet où Fabio Casartelli avait chuté aussi sur une même configuration et avait perdu la vie. Donc forcément, tout ça, ça nous a rappelé tout ça et ça nous a fait très peur. Et au-delà de ça, faut saluer le courage incroyable de Gilbert qui finit cette étape, donc 60 km. Et donc voilà, qui tombe le parapet. Ah merde. Ouais. Ouais, mais ça, tu vois, ce même d'ailleurs me fait pas rire. En plus, il a été beaucoup repris sur les réseaux sociaux. On parle d'un cycliste qui aurait pu mourir. Bref, ce même qui a été repris beaucoup sur les réseaux sociaux me fait pas rire une seule seconde. Ah, c'est parce que ça se finit bien, je pense. En fait, je ne trouve pas l'aspect drôle de ce truc-là. Enfin, après, c'est pas très grave. Je te comprends, Paul, parce que quand je parle c'est le moment où on a eu le plus peur de la saison en direct. C'est parce qu'on n'a par exemple pas vu la chute de Walter Weitland qui a fait un arrêt cardiaque et qui est mort sur le Paris-Roubaix. La chute est la chute est beaucoup moins spectaculaire. Il a eu son arrêt cardiaque, il a fini dans le bas-côté sur une ligne droite, etc. Surtout qu'on l'a pas vu en direct. Et on l'a pas vu en direct. Mais puis là, tu as Philippe Gilbert, tu vois, c'est quand même une icône incroyable du. Ouais, parce que s'il n'était pas connu, on s'en foutrait. Quoi. Non, c'est pas ce que je dis. Mais là, je rigole, Polo. Sur le Tour de France, on est sur un coureur qui est l'un des plus grands coureurs de la dernière décennie. Bien sûr. Voilà, puis c'est frustrant parce qu'en plus, à cause de ça, l'image de Nibali, il rate sa fin de saison aussi. On sait que la rotule, c'est catastrophique quand elle est fracturée, c'est catastrophique pour un coureur cycliste. Il y a tout et surtout, au-delà de ça, c'était vraiment une grosse frayeur. Et tant mieux que ça se finisse aussi bien. On a eu peur, il s'est relevé. D'ailleurs, c'est un rock, Philippe Gilbert, qui a ensuite été invité sur pas mal de plateaux, etc. Qui disait que ça allait. Kilomètres avec une rotule pétée, c'est c'est comme Nibali qui termine l'étape de l'Alpe d'Huez avec une vertèbre cassée qui on le rappelle, a fini cette étape et qui ensuite a abandonné l'étape d'après, qui n'était pas partant et qui a porté plainte quand même contre AS. D'ailleurs, c'est en cours. Nous allons il a vu les juges à comment s'appelle la ville là au pied de l'Alpe d'Huez. Là, j'oublie toujours, je confonds. Tu fais des petits quiz comme ça. Ouais, je fais des petits quiz tout à l'heure dont je n'ai absolument jamais la réponse. Donc tant mieux, continuons. Hein. C'est pas comme si on y était déjà allé à vélo, Polo. Mais c'est pas grave. Ouais. On va terminer après ces chutes de Gilbert malheureuses et de Nibali. On va terminer avec le dernier pire moment de la saison 2018, qui est une des polémiques qui a eu lieu sur une bonne course française. Là, on parlait tout à l'heure du Trobroléon, Paul. On parle là d'une des courses les plus historiques en France, parce que après le Paris-Roubaix, c'est la course qui compte le plus d'éditions en France. C'est Paris-Tours, qui a donc changé totalement son parcours avec des chemins de vigne de partout. Dans les 60 derniers kilomètres, il y avait exactement 22 kilomètres de vignes, 11 passages dans le Vouvrion, qui est dans ce beau département qui est l'Indre-et-Loire. Ça, Paul, tout le monde n'a pas apprécié. Tout le monde n'a pas apprécié, mais encore une fois, je comprends pas les coureurs, parce que le parcours, on va aller là-dessus dans un premier temps, le parcours était catastrophique, faut le dire. C'était un pari raté de la part des organisateurs. C'est ASO, hein, le Paris Tour. Thierry Gouvenou, qui est le directeur de cette course, a tenté un pari et ce pari est raté, faut le dire. Trop de chemins de vigne. Les chemins de vigne ne sont pas faits pour le passage d'une course cycliste sur route. On en reparlera sur du cyclocross par exemple, mais là on est sur du cyclisme sur route et ce n'est pas du tout fait pour ça. Après, moi il y a une chose que je veux dire, c'est que c'est de la faute des coureurs si on en arrive à ce type de parcours, parce qu'on cherche du spectacle maintenant dans des courses World Tour. Bon, Paris Tour n'est plus une World Tour. Et tu penses que c'est les coureurs qui demandent cela en interne? Non, c'est de la faute des coureurs si on en arrive à ce genre de parcours, que ce soit sur la Vuelta, c'est ces parcours de côte qui ont souvent été décriés, ou même sur le Tour de France, où Christian Prudhomme tente des choses et ce n'est pas toujours aimé et par les spectateurs et par les coureurs. On en arrive, l'absence de spectacle sur les grandes courses du calendrier pousse les organisateurs des courses à tenter des choses comme cela. Parfois ça passe, parfois ça casse, et là pour le coup c'est pas passé, mais je pense que les directeurs sportifs, les équipes et les coureurs sont les premiers responsables de ce genre de choses, Joseph. On peut le dire, c'était un pari qui était osé.
on savait pas trop ce que ça allait donner. Avant Paris Tour, personne ne s'est plaint. Nous, quand on a découvert ça, on s'est dit ah bah tiens, il va peut-être y avoir un peu de piquant, mais fallait voir sur le. Nous, on savait pas comment, dans quel état étaient ces chemins de vigne, même si c'était assez pour ceux qui sont déjà allés dans des régions viticoles. C'est quand même assez hallucinant de faire passer qui ont déjà fait des vendanges, de faire passer des coureurs là-dedans. Et donc Oliver Nassen même qui disait que c'était un peu exagéré, qu'il y avait certains passages qui étaient beaucoup trop abîmés en fait, et avec des crevaisons de partout. Et Patrick Lefebvre, qui selon moi est allé trop loin dans sa déclaration, mais je pense qu'il a voulu taper du poing sur la table. Il était en pleine course, donc avec l'adrénaline et tout, faut pas trop lui. Il dit voilà, ça a rien à faire sur une course sur route. C'est la dernière fois que nous participons à cette course. Parce qu'il a fini deuxième. Je pense que s'il l'avait gagné, il aurait été comme Søren Kragh Andersen, il aurait été bien plus heureux de la course. Cette déclaration, il l'a fait pendant la course à la radio. Et il avait Niki Terpstra qui était encore devant et il pouvait gagner. C'est ça qui est intéressant avec cette déclat, c'est qu'il ne dit pas ça, il n'est pas mauvais perdant. Il dit ça parce que vraiment. Ah d'accord, ok, tu fais bien de le dire, Paul, je ne le savais pas. Je ne peux pas n'avoir que des mauvaises interventions dans cette émission. Et pour le coup, non. On est dans les pires moments. Il avait Niki Terpstra devant, il était en position de force parce que face à Benoît Cosnefroy et Søren Kragh Andersen, il était en position de gagner. Que Niki Terpstra pouvait gagner, mais le problème c'est que Niki Terpstra était surveillé et par Cosnefroy et par Søren Kragh Andersen et que du coup Søren Kragh Andersen en a profité. Pour revenir à cette course au Paris Tour, c'est que je comprends pas pourquoi en fait on a eu besoin de se diversifier autant alors que cette course nous donne souvent des scénarios plutôt sympas. C'est une course qu'on reproche d'arriver souvent au sprint, mais je me suis renseigné et j'ai vu que finalement non, elle n'arrivait pas tout le temps au sprint, bien loin de là. C'est une course dans laquelle il se passe toujours des choses. C'est entre guillemets la dernière grosse course de la saison. Les gens sont contents de s'y retrouver. Je comprends pas cette volonté de Thierry Gouvenou de vouloir tout changer. Après. C'est télévisuel peut-être parce que les audiences de Paris Tour ne font pas assez à leur goût, que ASO veut faire plus et que voilà. Sauf que les coureurs n'aiment pas. Hein. Benoît Cosnefroy, quand il dit je suis pour les classiques historiques, je suis pour que les classiques historiques le restent, pardon. Et les chemins de vigne, c'est spectaculaire, mais je ne suis pas sûr que ce soit du vélo. Après, Thierry Gouvenou a indiqué qu'il avait fait un temps de merde de 1 ou 2 jours avant et que ça avait vraiment abîmé les chemins de vigne. En même temps, on peut s'y attendre à cette époque de l'année. Il peut pleuvoir en Indre-et-Loire. On est d'accord. À n'importe quelle époque de l'année, il peut pleuvoir en Indre-et-Loire en plus. Et je pense qu'ils ont voulu s'inspirer de ce qui se fait sur l'Estrade Bianche, qui a été, on l'a dit la semaine dernière, l'une des plus belles courses de cette année. Donc, de ce point de vue-là, ça peut se comprendre, mais finalement, c'est raté. Ben voilà, ça peut se comprendre. Tout n'est pas acheté là-dedans. C'est juste qu'il faut choisir des chemins qui sont en minimum un bon état. Et d'ailleurs, quand Thierry Gouvenou nous dit à la fin de la course, il va y avoir des ajustements pour 2019, mais qui dit d'un autre côté, ça a été un succès, je suis désolé, mais quand c'est un succès, on ne change pas, comme Didier Deschamps, on ne change pas une équipe qui gagne. Voilà. Je suis désolé, quand tu dis qu'il y a des ajustements pour l'année prochaine, c'est qu'implicitement, tu reconnais que cette année, tout n'a pas été parfait. Évidemment. Je pense que ce mot de la fin résume parfaitement ce qu'il faut faire pour le Paris Tour de l'année prochaine. Et donc voilà, les coureurs, évidemment, se sont bien amusés, et j'ai été très content qu'ils le disent, qu'ils n'ont pas été contents, parce qu'ils ouvrent un peu leur gueule. Dylan Groenewegen qui montrait un petit vélo, un petit VTT pour le Paris Tour 2019. Thomas de Rennes qui disait qu'on va peut faire un petit parcours d'obstacles, et Arnaud Démare qui lui a été beaucoup plus... Toujours bien polissé Arnaud Démare. Normal, parce qu'il espère que... en même temps, c'est une course qui peut gagner et que cette année, il ne pouvait pas gagner. Il espère que ça va revenir vers son profil, et qui disait c'était un beau parcours et ça devrait être beau à la télé, mais je préférais l'ancien parcours qui avait toutes ses qualités et donnait autant de spectacles. Notre matériel n'a pas été épargné par ces chemins de vigne où les coureurs explosaient par grappes de vin. J'ai une question pour toi. Arnaud Démare, où est-ce qu'il peut gagner vraiment ? Face au meilleur sprinter, il ne peut pas. Et face au meilleur coureur de classique, il ne peut pas gagner. Où est-ce qu'il peut gagner ? Tu regardes son palmarès et tu sais partout où il peut gagner. Il a quand même une belle cinquantaine de victoires professionnelles. Face au meilleur de sa catégorie. Parce que j'ai souvenir de l'étape de Meudon qui gagne à Paris-Nice, qui est une belle étape. Mais il bat Izaguirre derrière. Il ne bat pas de gros sprinters. Pour moi, c'est l'une de ses plus belles victoires, ça, avec Milan-San Remo. Mais cette année, si on revient, le Tour de France, il gagne au sprint. Parce que les 3/4 des gros sprinters du peloton ont il a déjà gagné Paris Tour, je sais pas moi, c'est pas le premier venu notre ami Arnaud. Sur les classiques dont il dit que c'est quand même ses objectifs, il ne ressort jamais gagnant quoi. Écoute Polo, je l'ai failli gagner à Gand-Wevelgem il me semble, où Sagan l'emporte, où il finit 2, mais
Voilà, bon, j'attendrai de voir l'année prochaine. J'ai toujours et surtout cette petite qu'on fera interrogation bien avec Arnaud évidemment sur notre chaîne YouTube First Team Omnisport et donc sur Roue Libre, on fera des émissions avec des petites présentations de la saison prochaine, avec des présentations par équipe. Et donc on aura le temps, ne t'inquiète pas, de parler des sprinters qu'on attend en 2019 au tournant. Et je pense que tu attendras Arnaud Démarre au tournant. En attendant, Paul, on va rappeler à tous nos... Arnaud Tournant au démarre. Hein? Arnaud Tournant au démarre. Ah, très Blague bon. de spécialiste. Blague de spécialiste, exactement. Je dis ça parce que la régie n'a pas rigolé, mais je sais que les gens qui regardent auront compris. Hein? Avec Thomas Dufont et Benjamin qui sont en régie. Antoine. Et Antoine. Aussi. Et Antoine, exactement. Et donc, on va rappeler surtout à tous nos rouleurs et à tous les suiveurs de la First Team de cliquer sur s'abonner sur Mettez la des pouces bleus, les gars, des pouces bleus, gros pouces bleus. Voilà. Pour bouger un peu la communauté, la faire grossir. Et voilà. Et plus on est, plus on rit, mon Polo. Exactement. C'est de très belles paroles que je bois. Et on se retrouve. On se retrouve pour la prochaine émission Roue Libre dans une semaine. Ciao. Salut les gars.